Actuellement, il y a quand même une certaine bataille de volume de contenu. C'est évident que BFM TV, premier site de France, Sud-Ouest, deuxième site de France, ils font des centaines d'articles par jour. Leur article, c'est juste 2 paragraphes et c'est publié. Aujourd'hui, on peut plus lutter contre ça parce que eux, c'est une machine. C'est presque automatique. Dès que BFM fait un segment d'1 minute 30, ensuite, ça va devenir un article. Comment est-ce que nous, on pourrait lutter avec nos 20, 25, 30 articles par jour ? Donc, on sait qu'on peut pas gagner la course au volume. Donc, il faut qu'on fasse d'autres choses. Et donc, on va faire des newsletters. Et donc, on va faire Numérama Premium. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Turcan. Marie, bonjour. Bonjour. Tu es la rédactrice en chef de Numérama, qui appartient au groupe Humanoïde. C'est ça. Récemment, je dis à qui paraît bras, mais il y a 1 an et demi. Ouais, donc ça commence, donc tu vas pouvoir nous raconter tous les secrets. Mais c'est surtout pour parler de Numérama que je t'ai invité. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Et ravi donc de pouvoir un peu parler de Numérama. Est-ce que on commence toujours par la carte d'identité alors pas la tienne, mais alors quand même rapidement, toi t'es journaliste de formation. Ouais, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé en journaliste classique et puis maintenant je suis rédactrice en chef et j'étais spécialisée dans la tech depuis à peu près 5-6 ans. Voilà, donc c'est un peu ton grand sujet. C'est vaste, hein. En fait, c'est un peu fourre-tout. Tu peux mettre un peu ce que tu veux aujourd'hui dans la tech, le numérique, la vie numérique, tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est dit comme ça. Donc c'est super. Pour parler de tous les sujets. C'est un peu notre tactique à Numérama d'ailleurs. L'actualité générale par l'angle de la tech. C'est ça. Depuis quand ça existe, Numérama ? Alors Numérama, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis quasiment 20 ans. Ça a été créé par Guillaume Champeau, qui était un mec passionné de droit du numérique. Il a créé ça, qui était un blog à l'époque, qui s'appelait Ratatium, qui s'appelait pas Numérama. Ratatium, comme un rat, comme un tium. Ouais. Et puis le site a pris un peu d'ampleur, les gens s'intéressaient beaucoup à ce qu'il faisait. Ça s'est appelé Numérama ensuite. Et puis ils étaient 2 ensuite, ils sont allés chercher. Lui, il a trouvé un journaliste qui s'appelle Julien Leçon qui travaille encore pour nous, donc ça fait 12 ans, on l'appelle un peu l'âme de Numérama. Et puis ils continuaient tous les 2 à écrire, le site a pris de l'ampleur. Et puis en 2015, Numérama a été racheté par Humanoïde, et Humanoïde à l'époque c'était juste Frandroid. Frandroid, c'est le premier média tech aujourd'hui en France, selon Médiamétrie, et selon nous, parce qu'on est fiers de le dire, parce qu'on est hyper contents. Parce que moi, quand je suis arrivée à Humanoïde il y a 5 ans, Frandroid était 2e, 3e, donc c'est une belle évolution. Et Frandroid, donc c'est un média spécialisé dans vraiment les produits tech, smartphone, test. Numérama est moins produit. Numérama est plus le slogan pendant longtemps, ça a été comprendre le présent pour anticiper l'avenir. C'est qu'en fait, on a un pied dans le futur. On essaye de prendre aussi un peu de recul. Donc, on essaie d'apporter une manière de voir la société, de donner peut-être des clés de compréhension. Ça, c'est quelque chose dont on reparlera sûrement, mais on a beaucoup misé dessus là cette année pour vraiment essayer de donner des clés de compréhension aux gens avec nous, notre expertise. Et donc, on est un peu à la frontière entre le généraliste et le spécialiste. Voilà, donc on a été racheté Numérama racheté 2015 par Humanoïde. Humanoïde grandit, rachète Mademoiselle en 2020. Donc là, on déménage de locaux à 3 mètres de là où on était. On a d'abord un étage, vraiment un peu comme dans les startups où tu as d'abord un étage. Tiens, le 2e étage il se libère. Tiens, le 3e étage il se libère. Donc maintenant, on est sur 3 étages avec Frandroid, Mademoiselle, Numérama. Et puis, tu as eu la grande aventure Ebra qui a commencé il y a 2 ans, rachat l'an dernier. Ouais. Ebra, c'est le groupe de presse le plus important en France parce qu'ils ont tous les médias de l'Est qui appartient au Crédit Mutuel. Voilà. Ouais. Et du coup, on est le premier. D'où l'acronyme. C'est ça, tu as vraiment Dauphiné libéré. Dernière nouvelle d'Alsace. Vosges matin. Enfin, ça va vraiment. Et moi, je viens de Strasbourg, donc pour moi, les DNA. Donc ça te parle. Les DNA, ça me fait plaisir. Mais par contre, oui, appartient à une banque, appartient à un Crédit Mutuel. Ouais. Donc on sait aussi ce que ça veut dire. On était des médias pendant, moi, du coup, je suis arrivée en 2018.
2017-2018, évidemment, nous, on disait, on est un média indépendant. On pouvait, c'était un peu ça notre carte d'identité aussi, c'est-à-dire, on est un média indépendant qui fait de l'information de qualité. Aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'être indépendante, mais évidemment que matériellement, on l'est plus parce que, Ebra est rentré au capital à hauteur de 70%. Enfin, c'est très officiel comme information. Et donc, officiellement, on peut plus dire, bon, on est des petits médias indépendants. Parce que t'as quand même derrière un grand groupe. Officieusement, et comment ça se passe au quotidien. Change strictement rien. Vous avez des échanges avec les équipes d'Ebra ? Non. Enfin, en journaliste, non. En journaliste pur et dur. Après, moi, je suis dans l'équipe depuis longtemps, dans Humanoid depuis longtemps. Donc, ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans en avril. Et on échange beaucoup avec la direction parce qu'ils sont assez transparents et ils aiment aussi partager des informations et aussi demander des conseils. On a un copil, enfin où on discute un peu entre managers d'équipe en fait. Et c'est vrai que je pense que eux passent plus de temps à devoir parler avec Ebra parce qu'évidemment on a à la fois le volet compétences. On est le premier pôle numérique, vraiment 100% numérique qu'ils ont racheté. Et clairement, on voit qu'ils sont très, très, très intéressés par le numérique et par tout ce que nous on fait comme manière de faire du journalisme, aussi de gagner de l'argent, aussi nos potentielles acquisitions, parce que c'est vrai que comme on avait racheté Mademoiselle, je pense qu'on a aussi montré qu'on peut racheter des médias un peu différents. Ouais. Je pense que ça a plu aussi. Après, moi, je t'avoue, je suis pas en contact. Moi, en tant que rédactrice en chef, mon travail est principalement sur l'édito. Même si j'ai aussi, je vois, comme dans les startups, tu mets un peu le pied partout et du coup, tu vois ce qui tout ce qui est monétisation, tout c'est quelque chose que je maîtrise et c'est important même de le comprendre quand on veut faire du journalisme aujourd'hui, parce qu'on sait les logiques financières qu'il y a derrière et c'est important de le savoir pour savoir mettre les limites là où elles sont, savoir négocier, savoir. Moi, un de mes meilleurs contacts à Humanoid, c'est le directeur commercial parce qu'on s'entend bien, parce que lui, il essaie de faire des pas vers le journalisme et moi, de comprendre son métier. Et en fait, ça s'accorde plutôt bien comme ça, quoi. Donc voilà, donc Ebra, et je pense que par contre volet financier, évidemment, t'appartiens à un grand groupe, t'es obligé de rendre des rapports financiers sur la santé de ton entreprise à ton groupe, ce qui est évidemment logique. Mais toi ça t'impacte absolument pas. Dans mon quotidien non. Après on en parle du coup une fois par semaine, on a une réunion des dirigeants de chaque média et on en parle assez ouvertement et évidemment que par moment c'est plus une pression pour quand tu passes d'une start-up où quand je suis arrivée on était 15 ou 20, maintenant on est 80 et évidemment les responsabilités sont pas les mêmes quand Ebra a dépensé des millions pour rentrer au capital, évidemment qu'ils veulent des comptes. Ouais. Mais Humanoid s'en sort super bien. Donc en vrai même malgré la crise ça a toujours été rentable. Ouais, évidemment, c'est pas la même croissance aujourd'hui que ce que c'était parce que une startup ça croît à 30% par an. Enfin, il y avait un moment où c'était démentiel de combien ça pouvait grandir et ça se voit même concrètement en termes de chiffres, je te dis de 15 à 80, c'est pas une hyperbole, enfin c'est vraiment maintenant on est 80, on est passé d'1 à 3 étages. Vraiment, on a pu avoir un énorme studio pour Frandroid avec énormément de développement. Donc ça, c'est hyper agréable parce que ça a été porté par une rentabilité, surtout de Frandroid, qui clairement, enfin c'est pas un secret. C'est le vaisseau amiral, quoi. C'est le vaisseau amiral. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui avec Numérama, on en parlera beaucoup plus après, mais maintenant on cherche des manières de monétiser différemment, d'où Numérama Premium qu'on a lancé récemment. Dont on va parler. Ouais. Mais Frandroid a toujours été un vaisseau amiral assez important. Numérama est à l'équilibre. Enfin, clairement, on arrive enfin, ils font un super travail de monétisation et là-dessus. Et ça nous permet aussi de rester indépendants et de pas faire de ménage, pas faire les gens qui écrivent des articles sur Numérama, c'est des journalistes, ils vont pas faire des trucs sponsorisés à côté. La frontière est claire. Et s'il y a des postes transversaux, ça existe, notamment à Frandroid, où des gens qui sont plus créateurs de contenu. Ouais. Sur Frandroid, il y a une vraie séparation quand même. L'équipe édito fait de l'édito. Enfin, ceux qui font des tests de smartphone, je sais que les gens doutent toujours, c'est normal. Les gens doutent de l'indépendance éditoriale, mais l'équipe rédactionnelle de Frandroid est vraiment 100% indépendante, se frite avec les marques en permanence. Enfin, vraiment, il y a des vrais... Elles peuvent dire du mal d'une marque, d'un produit, en disant c'est vraiment de la merde. Elles le font, et ça crée, évidemment, ça crée des tensions. Enfin, évidemment, t'as le pôle commercial qui fait pas content, on a mis un 7 sur 10 à un Samsung, ils sont pas contents. Et on fait, ok.
Et ça vaut 7 sur 10. Donc, mais ça vaut 7 sur 10. Mais je dis ça, je fais la maline comme ça. Évidemment, c'est plus compliqué. Mais en même temps, à la fin, on va laisser notre note. Et c'est ça qui est important aussi. Donc là, t'as ça, ce pôle rédactionnel. Et puis après, autour, il y a aussi des gens qui sont dans le brand content, qui vont faire un pôle, qui vont écrire des articles de brand content. Et puis, t'as un pôle qui fait partie de l'éditorial, qui est le pôle des bons plans et des recommandations. Donc c'est vraiment, ce service, on l'aime beaucoup. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ce produit, on l'aime beaucoup. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et ce pôle-là, il est à la frontière. Il dépend de l'édito parce qu'on va jamais, ils vont jamais recommander un produit qu'ils aiment pas. Et en plus, c'est jamais un produit. Non, jamais. Parce que ça, c'est vraiment séparé, c'est vraiment chez les commerciaux. Mais évidemment, il y a des liens affiliés. Les liens affiliés, ça veut dire que si tu cliques et que le produit te plaît, Frandroid a une petite commission derrière. Et à la base, l'affiliation était une grande partie de Frandroid, et maintenant c'est très très bien diversifié et c'est plus du tout la même chose. D'accord. Voilà. Il y a de la pardon, mais c'est vrai que c'est moins ton sujet, mais il y a beaucoup de croissance quand même sur l'affiliation. C'est un gros sujet en ce moment. C'est-à-dire, tu penses qu'actuellement, ça se restreint un peu? Non, au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe et que tous les médias cherchent à développer. C'est paradoxal parce que c'est un truc qui est vraiment dans l'ADN du Humanoïde depuis le début. Et qui justement, il y a depuis des années des gens qui crient un peu à la fin de l'affiliation. C'est le vieux web. Donc alors, pour moi, je vais pas dire que c'est l'inverse, mais je trouve ça hyper. T'as une marque, t'as un pouvoir de recommandation. Si tu le fais dans de bonnes conditions, pour moi, l'important c'est la transparence sur ce que c'est un lien affilié. Et du coup, il y a une obligation, notamment sur Numérama, quand on met un lien affilié, il va y avoir immédiatement, il change de couleur, il va se mettre avec un petit caddie. Et puis à la fin de l'article, il y aura marqué, parfois dans cet article, vous avez pu trouver un lien affilié. Qu'est-ce que c'est? Tu cliques dessus, tu arrives sur une page qui t'explique. Le lien affilié, c'est un lien qui a été choisi par la rédaction. C'est un lien classique pour vous aider. Par exemple, on fait un top pour Noël des meilleures BD pour aider le lecteur à pouvoir commander la BD. On va mettre un lien, on l'affilie. S'il le commande, c'est cool pour nous. Mais s'il passe par une autre plateforme, c'est aussi cool pour lui. Et tant pis. Ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a ces discussions parce que on sait, Amazon, c'est pas non plus les plus blancs de tous les entreprises. On sait qu'il y a des mauvaises histoires aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met plusieurs liens. On va mettre plusieurs boutons en disant vous voulez commander ce livre sur Amazon, il est là. Vous voulez commander ce livre sur des librairies indépendantes, voilà aussi un lien. Et vous pouvez choisir. Et nous, ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet d'avoir une espèce d'équilibre qui est que j'informe en premier, je simplifie la vie de l'internaute, parce qu'au final, si tu lis, je regarde parfois Le Monde, ils font des recos produits, ils mettent pas de lien. Tu regardes un top des smartphones, tu peux regarder un top des smartphones et en fait tu peux même pas aller voir le fiche du smartphone ou le produit. C'est même en termes au-delà de la limite commerciale, même en termes d'expérience utilisateur, ça n'a aucun sens. Moi, si je lis un top des BD et que je vois qu'il y a une super BD, j'ai envie d'aller l'acheter. J'ai pas envie de prendre mon petit calepin puis de noter. Je suis déjà sur le web. Donc, il peut y avoir un truc un peu impulsif. Faudrait tu viens de lire un truc et t'as envie de l'acheter. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, qu'on ait de l'affiliation ou qu'on n'en ait pas, on va mettre des liens et on va mettre des boutons pour que les gens puissent aller acheter s'ils ont envie de le faire. Et dans la mesure de si on a de l'affiliation ou pas, ensuite le lien sera affilié ou pas. Mais par exemple, on n'a pas d'affiliation sur Netflix, ça nous empêche pas de faire une fois par semaine notre sélection des meilleurs contenus Netflix. Oui, tout n'est pas drivé par le. Rien n'est drivé à la base par ce biais. En tout cas, chez Numérama, c'est pas du tout le cas. On a une rubrique bon plan où là, on a un pigiste qui va faire que ça. Mais qui est pas du tout lié aux autres journalistes de la rédaction. Oui, c'est un truc à part, c'est les bons plans. Mais par contre, tous les jours, on a la room dans laquelle on parle avec lui sur Slack, elle est publique. Quand on a un doute, on va tout de suite mentionner notre journaliste tech pour savoir est-ce que ce Xiaomi il est vraiment bien ou pas. Et si on dit non, on fera jamais d'article dessus. S'il peut y avoir un bon plan, mais vous validez quand même que c'est soit pas un mauvais plan au final. Tout passe par nous, par la rédaction. On relit tout. D'accord. Vous validez tous les deals, tous les bons plans. On relit les articles. Une caution pour se dire, on dit pas n'importe quoi, et le produit qu'on vend, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Ok. Clairement. Et ça, c'est sur Numérama aussi. Ouais. C'est évidemment moins gros on n'est pas un pôle entier. Frandroid, il y a un pôle, mais et puis ils sont plus nombreux tout simplement. Et tu dirais sur Numérama, c'est le modèle économique. Alors t'en as parlé, mais historiquement, donc c'est gratuit. C'est quoi le gros des revenus sur Numérama? C'est ce que tu dis, c'est important parce que on voulait vraiment rester gratuit et même dans le lancement du premium, du coup, ça a été la principale ligne directrice. C'était vraiment de rester gratuit parce que l'information est de plus en plus sous paywall et que c'est compliqué.
Numérama, donc historiquement, donc on ferait partie de ce groupe humanoïde, donc forcément, il y a Frandroid en tant que vaisseau amiral qui rapporte un peu plus d'argent, mais on a le même répartition de Numérama qui est que on a de l'affiliation, on a le brand content. Le brand content, c'est le fait d'avoir des articles sponsorisés qui vont être écrits par le pôle commercial, enfin par l'équipe commerciale et pas par nous, qui sera signé, ça s'appelle Humanoid XP, c'est notre régie commerciale, ce sera signé, ce sera indiqué. Et puis la pub, les bannières, quoi. Tout simplement, bêtement, comme le web d'il y a 20 ans. De publicités qui vont s'afficher sur les pages. Et donc là, qui vont être corrélées aux audiences. Forcément, plus tu fais d'audience, plus tu vas gagner de l'argent à ce moment-là. Mais il faut aussi que c'est le CPM soit à la hauteur. Évidemment, si les CPM ils s'écroulent et que, c'est des logiques commerciales à ce moment-là. Mais en ce moment, parfois on peut avoir des audiences un peu en berne, mais finalement on vend les pubs un peu plus cher et ça passe. Parfois nos audiences elles explosent, mais comme les CPM ils ont vachement baissé, au final on va pas avoir les revenus attendus. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs jambes. C'est vraiment, il y a au moins 3 jambes, sans compter les vraies opérations sponsor qu'on est en train de développer, avec, une vidéo entière qui pourra être sponsorisée par Nvidia ou par, des marques qui viennent nous chercher. Et puis là, ce qui est cool, du coup, c'est qu'on lance cette 4e jambe, qui est le premium et qui est directement aller demander aux lecteurs et aux lectrices, soutenez-nous. Enfin, aidez-nous. Enfin, pas forcément aidez-nous parce qu'on n'est pas en difficulté financière. C'est plus de dire, l'information qu'on fait, elle est de qualité, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, on a envie de pouvoir continuer à vous informer de manière qualitative. L'information a un coût, et grâce à votre soutien et grâce à votre argent, des adhérents, on va pouvoir continuer à le faire et on le fera de mieux en mieux. D'accord. Alors, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais tu t'as lancé, c'est pas grave, on peut faire des allers-retours, j'ai aucun problème. Donc c'est Numérama Plus. Numérama Plus. Ah, on a beaucoup hésité. On avait Numéramax, qui est quand même rigolo. Qui est pas mal aussi. On avait plein de trucs. On avait les Numérama Premium, les Numérama Plus, les Mon Numérama, les Numérama Gold. Mais ça faisait un peu richou. My Numérama. My Numérama. On voit beaucoup. En vrai, on voulait dire Mon Numérama, mais ça nous faisait rigoler, mais ça faisait rigoler que nous. Puis on voulait Numérama avec un accent, parce que c'est rigolo, parce que en fait, il n'y a pas d'accent à Numérama. Donc ça devient une blague, parce qu'il y a énormément de gens qui écrivent Numérama avec un accent. J'ai le même problème sur Mediarama. Ah, c'est marrant. Mediarama, tu vois. Pas d'accent? Non, il n'y a pas d'accent. Bah, tu sais, dans ton mail, il y a marqué Numérama avec un E. Celui où vous m'avez invité. Ouais. Mais en vrai, on s'est aussi rendu compte que tout le monde s'en fout. Donc, on n'allait pas porter toute une offre premium sur le fait qu'il y a une blague avec le E accent aigu. Donc, Numérama Plus, ce qui est sympa, c'est qu'on a des designeuses, le pôle design chez Humanoid qui avait déjà pensé un petit peu à l'esthétique que ça pourrait rendre de jouer avec le plus. Donc c'est vachement plus simple. Puis c'est pas un secret que t'as Disney+, Apple TV+, enfin. TF1+. TF1+, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, il y a Nico qui était à la conférence là pour le lancement. Bon, ça va faire des bons contenus. Alors donc parlons-en, c'est une offre payante. Donc c'est vraiment un coup de canif dans le contrat parce que qu'est-ce que c'est l'offre payante? Du coup, justement, t'as dit c'est un peu une offre de soutien, mais pas genre on est en galère. Sauvez-nous, c'est plutôt soutenez-nous, c'est aidez-nous à continuer, aidez-nous à grandir. Déjà, hyper excitant de créer une manière différente de gagner de l'argent. À Humanoid, même intellectuellement. Et puis à Humanoid en soi, vu que comme je te disais, on était basé sur la pub, sur les relations avec les marques. Là, dans un contrat journalistique, c'est hyper intéressant de dire, en fait, on va aller parler aux lecteurs et aux lectrices et vraiment leur dire, mais on est là pour vous servir, rendez-nous le bien aussi, comprenez l'impact et aussi comprenez la relation qu'on peut avoir avec vous grâce à ça. Mais notre postulat aussi, c'est de se dire, ça t'a pas échappé, ça a échappé à personne. Aujourd'hui, l'information de qualité, elle est de plus en plus derrière des paywalls, que ce soit Le Monde, que ce soit Libé, que ce soit même les médias spécialisés. Et moi, je suis abonnée à plein de médias et ça me gêne pas de les soutenir. Mais c'est vrai que en termes de en même temps se développent les IA génératives de texte, le fait que il va être de plus en plus difficile de différencier du contenu généré par un robot d'un autre. Les fake news sont là depuis une dizaine d'années sur le web, très difficile aussi pour beaucoup de gens de démarquer un site faux d'un vrai site. Sur mobile, t'as une petite fenêtre, tu sais parfois même plus quel est le média sur lequel tu consultes l'information. Et donc il y a tous ces paramètres là qui font que aujourd'hui on voulait pas nous aussi se mettre derrière un paywall parce qu'on s'est dit on a une carte à jouer, vraiment même un peu cyniquement parlant et en termes de marketing, de dire
Numérama va rester votre phare dans l'océan des contenus où vous saurez pas forcément ce qui est vrai, ce qui est faux. On va rester cette espèce de référence dans la vie, dans la société numérique. Mais en même temps, l'information a un coût. L'information de qualité a un coût. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lancer Numérama Plus en proposant une offre évidemment sans publicité, aucune, où tu peux choisir d'enlever juste les bannières, tu peux choisir d'enlever les bons plans, tu peux choisir d'enlever les papiers sponsorisés, tu peux tout enlever. Les fonctionnalités, on est quand même suivi par des nerds depuis le début, et ça, c'est un peu la core audience de Numérama, ça reste des mecs qui aiment la tech. Qui aiment la tech. Très plutôt CSP+, très intéressé aussi par les débats de société, qui a vraiment envie qu'on lui donne des clés aussi de compréhension. Et du coup, ces personnes-là voulaient aussi des fonctionnalités un peu plus pointues, genre avoir un flux RSS personnalisé. Donc, ça veut dire que tu peux aujourd'hui aller, quand tu es abonné à Numérama Premium, Numérama Plus, tu peux choisir de cliquer sur les rubriques sciences, cyber et mobilité électrique, et tu as un flux RSS personnalisé qui ensuite tu peux ajouter à tes agrégateurs de flux, Feedly et tout ça. Il y a aussi le mode Zen, qui est un mode de lecture classique. Donc, ça, c'est toujours un peu, c'est un gimmick, ça plaît, parce que voilà. Mais comme en tout cas. Le mode nuit, etc., ou le dark mode. Mais le dark mode, on l'a rendu public à tout le monde, parce qu'on aimait bien. Donc, on a surtout ça. On a genre enlevé la publicité, fonctionnalité personnalisée. Et puis, il y a le résumé par IA, qui a été un gros sujet et que je trouve hyper intéressant parce que je suis contente d'en parler moi, parce que j'étais pas fan. Et du coup, je trouve que je suis une bonne personne pour en parler. T'es devenue fan? Non, mais je trouve ça super. Et je vais t'expliquer pourquoi. Non, en fait, donc Julien Cadeau, qui est notre directeur des opérations et qui était l'ancien red chef de Numérama quand je suis arrivée, il m'a embauché. On a très longtemps fait un binôme de rédaction ensemble. Et lui maintenant, il est dans la direction. Il a mené le projet Numérama Premium avec Baptiste Michaud qui est le président et avec Mathieu Menu qui est le directeur technique. Et il a eu cette idée de dire on va rajouter un bouton au-dessus de chaque article et écrit résumé par IA. Et si tu cliques dessus et que t'es abonné, tu vas avoir un espèce de gimmick d'écriture en 3 bullet points, donc en 3 tirés, un résumé de l'article qui s'affiche sous tes yeux, un peu dynamique et tout. Et cet article et ce résumé, il n'a pas été écrit par un humain. Il a été écrit par ChatGPT, par une IA. Évidemment, derrière, ce qui se passe, c'est que on laisse pas ChatGPT lire nos articles et résumer tout seul parce que... En live, parce qu'il y a trop de risques. 3% de risques encore actuellement que ChatGPT dise n'importe quoi. Même en lisant à partir de... Voilà. Alors, j'aime pas le terme hallucination parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui vit, c'est une entité un peu organique. Ça lui donnerait un peu de ça donne l'impression. Ouais, en fait, les IA aujourd'hui, pour moi, sont donc pas. Donc se plantent, tu veux dire plutôt font une erreur. Ouais, voilà, se plantent. En tout cas, ne fonctionnent pas exactement comme nous on l'aimerait. Mais aujourd'hui, la majorité de la fascination qu'on a autour des IA, c'est aussi ce qu'on projette à travers ce qu'on connaît et l'envie de voir une intelligence là où il y en a pas encore forcément. Aujourd'hui, un résumé par IA, c'est pas une intelligence, c'est juste un robot qui a été mieux entraîné que les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on écrit un article à la fin dans notre back-office, on génère par IA le résumé, on lit, on voit s'il a fait une connerie ou pas. Ensuite, on met l'article en relecture, donc ça, c'est comment les journalistes le font. Ensuite, moi, j'arrive derrière, ou ma rédactrice en chef adjointe, ou mon chef d'édition, on va relire le tout, on va relire encore une fois le résumé par IA. Et là, on publie l'article. Et du coup, quand les gens vont, et c'est transparent, enfin, pour les gens qui vont utiliser le truc, mais du coup, les gens peuvent avoir l'impression de c'est immédiat et machin. Une génération instantanée. En fait, ça a été généré, mais évidemment en amont, parce que on peut pas se permettre, dans le pacte journaliste-lecteur, on peut pas se permettre de prendre le risque d'avoir même, ne serait-ce qu'une erreur. Parce que je trouve que ça planterait vraiment tout ce qu'on essaye de faire, qui est de montrer que les IA génératives vont arriver dans notre vie. À nous de montrer l'exemple maintenant de ce qu'on peut en faire bien dans le journalisme. Et on a une place assez cruciale parce que on est un peu novateur, on aime bien le numérique et on doute. Et moi, je doute beaucoup de ChatGPT, de ce qu'on peut faire avec les intelligences artificielles. Je vois très bien ce que font des concurrents, qu'il est extrêmement facile aujourd'hui de commencer à publier des articles générés par ChatGPT, ça se voit, tout le monde les voit. Et j'aimerais que on puisse être un peu cet exemple de on va pas balayer ça d'un revers de la main, parce que toi-même, tu sais que tu t'intéresses beaucoup aux IA aussi, et de savoir que on peut pas juste être réfractaire, on peut pas mettre des œillères en se disant c'est pas possible. Il faut qu'on puisse les utiliser bien, c'est-à-dire pour éviter des tâches rébarbatives.
un résumé, c'est chiant à écrire. Enfin, moi, j'étais à Business Insider. Le principe de Business Insider, c'était que tu écrivais toi-même un résumé en 3 points de l'article que tu venais d'écrire. Et franchement, c'est pénible. Moi, j'ai des gens brillants dans mon équipe qui sont journalistes, qui veulent enquêter, qui veulent sortir des infos. Ça leur fait perdre du temps de leur demander de faire ça. Comme je l'écrivais dans ma newsletter de la semaine dernière, il y avait un journaliste qui me racontait que son premier taf dans un grand média, c'était tous les jours, il était en charge de la newsletter quotidienne. Tous les jours, il devait juste lire les articles des autres, les réécrire en résumé en 3 points, les mettre en page d'une newsletter et la publier. Et c'est quoi la valeur ajoutée pour lui, en fait? Il y a un moment d'épuisement, et évidemment c'était épuisant, il trouvait pas ça chouette, ça n'apportait rien, et du coup faible valeur ajoutée, c'est là où effectivement l'IA peut avoir mais il faut des garde-fous, il faut énormément de garde-fous, et donc je finis sur ça. Fort de ce retour-là, on a lancé en même temps une newsletter appelée Artificielle, et cette newsletter-là, elle est conçue pour être automatisée. Alors, elle l'est pas tout à fait parce que évidemment, on est encore derrière. Mais l'idée, c'est que c'est une IA, c'est qu'on a fait tout faire par des IA, la génération du logo, la machin. Et toutes les semaines, on demande à ChatGPT de prendre tous les articles qui ont été publiés dans notre rubrique intelligence artificielle, donc la news sur OpenAI, Sam Altman, sur ChatGPT, sur Microsoft, tout ça, et il nous fait un résumé avec titre, un résumé de l'article, une photo, il met tout ça en page, et ensuite nous on passe derrière et on la relit. Tu la relis quand même? Bien sûr, c'est même une évidence. T'imagines? En mode, je sais pas, bac à sable, on la shoot et il y a pas de relecture et c'est un truc. Ouais, mais là vraiment la ligne, moi je fais ce métier parce que j'ai promis aux gens de leur dire, c'est du fiable. Ouais, de vérifier les informations. Et je trouve ça chouette parce que pareil, cette newsletter, quand Julien m'en a parlé, j'étais là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Est-ce que si je mets le doigt dans l'engrenage, ça va pas partir? Et en fait, je me suis dit, mets ton doigt dans l'engrenage et moi, je veux être partie prenante de ça parce que je veux pouvoir mettre mes limites. Générer une image par IA aujourd'hui pour illustrer un article. Les médias sont en train de se demander, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée? Il y a la ligne, il y en a qui disent, jamais de la vie. Il y en a qui disent ok, mais on va le dire. Et du coup, nous, on s'est dit, on a des designeuses à humanoïdes, on a des designeuses qui peuvent nous faire des super images. On peut récupérer d'autres images. Donc, on s'est dit, parfois, on va pouvoir utiliser Midjourney, mais si on le fait, on met un watermark, obligatoirement. Parce que si on met pas de watermark, demain, notre photo qui illustre notre article, il va se retrouver sur Google Images. Et du coup, là, récemment, Bloomberg a sorti un article pour montrer que Google sait plus reconnaître les images vraies des fausses. Donc aujourd'hui, quand tu tapes le nom d'un chanteur sur Google, je sais plus quel chanteur c'était, il y avait des fausses images générées et Google disait c'est des photos de lui. Des photos de lui. Et si tout le monde avait été responsable de mettre ce petit watermark qui t'oblige en fait qui indique clairement que cette image a été générée par une IA, on n'en serait pas forcément là. Après, on va pas changer le monde, mais je trouve qu'on peut donner l'exemple. Ouais. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Du coup, le package Numérama Plus, c'est un peu ça. Et puis, on a une newsletter exclusive qui s'appelle Toujours Plus. Et ça, c'est moi qui l'écris. Et vous avez beaucoup de newsletters, d'ailleurs. Je voulais te poser la question. C'est un gros sujet que vous avez. Je sais plus combien j'en ai compté, mais je me demande si c'était pas une grosse dizaine. Eh ben, en fait, on en a une dizaine, 12, 15. Ouais, mais elles sont automatisées. En fait, il y en a 8 qui sont automatisées. Et on en a lancé 4. Et d'ailleurs, on peut le dire, à la base, moi, j'étais pas invitée par toi. Vous aviez contacté Lucie Info. Exactement. Et Lucie, sur Règle 30. Et Lucie, en fait, Règle 30, on l'a construite ensemble avec Lucie. On était dans la même école de journalisme il y a 10 ans. Elle était passionnée de tech, moi aussi, on s'est rapprochés. Elle était journaliste au Figaro pendant un moment. Puis elle est partie vivre sa vie de pigiste. Pile à ce moment-là, c'était il y a 4 ans, on se dit... Numérama, on n'a pas de newsletter éditorialisé. Mais les newsletters, ça a l'air de bien marcher quand même chez les gens. Et du coup, avec Lucie, on discute et puis on se dit... Moi, j'ai quand même une empreinte féministe, inclusive, que j'ai envie d'infuser dans le média Numérama et qu'on fait infuser parce que justement, déjà, il y a vraiment une place à prendre parce que les médiathèques, historiquement, c'est quand même fait par des mecs pour des mecs. Ouais. Je suis une meuf, ma rédaction est paritaire, mon audience, c'est quand même 75% de mecs. Donc, imagine si c'était pas le cas. Si on faisait pas des efforts pour ça. Et franchement, quand on a racheté Numérama, quand moi je suis arrivée et que j'ai commencé à faire des articles sur l'inclusivité dans la tech, on a perdu des lecteurs. Alors clairement, on s'est fait, on se faisait allumer. Vraiment dans les commentaires, j'avais des mecs complètement délirants. C'était vraiment délirant. On n'avait même pas le droit de parler des femmes en fait. Et du coup, en parlant avec ça avec Lucie, on a pensé à cette règle insidieuse qui tourne sur Internet. C'est la règle 30, c'est il n'y a pas de femmes sur Internet. Ouais.
parce qu'elles sont invisibilisées. Ou parce qu'elles s'invisibilisent d'elles-mêmes, parce qu'elles ont peur. Enfin, moi, j'ai joué à World of Warcraft pendant des années. J'ai jamais dit que j'étais une meuf. Ouais. T'as peur. Parce que tu veux pas te faire emmerder aussi. Du coup, on se dit, ok, on lance ça. Trop cool, Numérama humanoïde est d'accord pour financer ça, parce que en vrai, c'est rare les médias qui donnent de l'argent. Risque, quoi. Ouais, et puis en fait, c'est une pige régulière. C'est plutôt, enfin, c'est correctement payé, je pense, pour un papier, une newsletter par semaine depuis 4 ans. Donc c'est un rythme, et Lucie, elle le dit souvent quand on l'interroge sur Règle 30, c'est que du coup, elle est pas seule derrière son ordinateur à écrire sa newsletter. Toutes les semaines, Lucie, le lundi, elle nous écrit un mail avec une idée de sujet. Nous, on fait un vrai taf de rédaction en chef, on discute du sujet. Ensuite, elle le met en page. Ensuite, on le relit. Ensuite, on travaille les titres ensemble. Et ensuite, on va publier la newsletter. C'est un vrai travail d'éditorialisation qui est hyper important parce que ça te rappelle aussi que, enfin, c'est une pigiste, en fait. C'est une journaliste avec qui on a envie de travailler. Ça remet aussi Numérama dedans, même si, moi, je m'en rends très bien compte, Règle 30 est très connue pour Lucie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui lisent Règle 30 sans se rendre compte que c'est Numérama. C'est pas grave. Forcément très grave, ouais. C'est pas très grave. C'est parfois un peu frustrant parce que, tu vois, typiquement, vous invitez Lucie alors que je sais que c'est moi qui ai porté le projet, qui suis derrière en permanence. Mais je sais aussi que c'est sur elle qu'on a choisi de miser. C'est sa tête qui s'affiche quand tu reçois Règle 30. C'est écrit Lucie Ronfaux, entre parenthèses Règle 30, justement pour personnaliser le truc. Et puis c'est elle qui fait tout. C'est elle qui écrit, c'est elle qui cherche les informations, c'est elle qui me fait la revue de presse. Donc c'était un pari qui marche parce que là aujourd'hui on arrive à 6000 abonnés. Je pense qu'on va réussir à les passer à la fin de l'année. On a réussi à décliner un peu le concept en faisant une première rencontre podcast où du coup c'était Règle 30 la discussion. Donc on est allé dans une librairie, on fait payer l'entrée, les gens sont venus écouter 2 expertes parler des selfies, enfin de l'image de soi, tout ça. Donc toujours rapproché au numérique un peu. Et du coup maintenant on a une marque Règle 30 qui certes au début était juste une newsletter mais qui maintenant peut être se décliner en rendez-vous IRL comme physique, on dit, en faire un podcast évidemment parce que pourquoi pas, il y a 2-3 personnes qui parlent, on le prend, on l'exporte, ça coûte pas grand chose et nous on sait faire. Et voilà. Et du coup, la stratégie newsletter, moi, je me suis rendu compte que c'était trop cool. Et en fait, j'étais persuadée, et on a lancé, du coup, What Else, qui est un super jeu de mots, déjà, qui parle de l'automobile électrique et la mobilité électrique en général. Et pour moi, et What Else est quasiment à 5000 abonnés en moins d'1 an. Donc, on sent que le truc est en train de vraiment, vraiment prendre parce que ça va vite. Parce que c'est une newsletter plus niche aussi, parce qu'on parle vraiment de beaucoup d'auto, un peu de moto et tout ça, mais vraiment pas mal d'automobiles électriques. Évidemment, t'as les fans de Tesla qui sont là, qui sont au rendez-vous, mais il y a quand même un changement de société derrière dans cette idée de mobilité électrique, du fait qu'en 2035, les constructeurs thermiques pourront plus vendre de modèles du tout. Donc en fait, tout le monde commence à s'intéresser à ça. Et en fait, on avait cette super journaliste, Raphaël, qui est arrivée il y a 2 ans en pige, qui est un peu zinzin. Franchement, et je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé encore de Numérama, mais la manière dont Numérama est formé, il y a pas mal de zinzin quand même. Il y a pas mal c'est pas beaucoup d'écoles de journalisme, c'est des passionnés, des gens qui ont un feeling de journaliste hyper fort, mais qui n'ont pas forcément la méthode derrière. Et moi, j'ai fait une école de journalisme et je pense que j'ai un peu combiné les deux et j'aime bien appliquer cette méthode et former. Et Raphaël, typiquement, je pense, enfin, elle est plus âgée que moi, elle fait ce métier depuis quasiment plus longtemps, elle était blogueuse. On l'a embauchée et j'étais sûre que son côté un peu vraiment, elle va trasher tout le monde sur Twitter, elle est hyper grande gueule et en même temps elle a tous les petits scoops, elle va parler à tout le monde, elle est dans toutes les réunions. Elle connaissait ce sujet un peu de la voiture électrique ou pas elle était blogueuse voiture électrique. Ah, okay. Non mais c'était génial en fait. Et elle était blogueuse voiture et elle faisait électrique aussi et du coup c'était vraiment un super match, mais je pense que pas énormément de rédaction. Elle aurait pas forcément correspondu à énormément de rédaction, mais dès qu'on l'a pris, je me suis dit, c'est sûr, toi, tu vas faire une newsletter. Vraiment, genre, je vois la patte, je vois le ton. Et en fait, du coup, nos newsletters, elles sont toujours un peu formées, éditorialisées sur le rythme, un édito d'un journaliste ou une journaliste qui connaît son sujet, qui va apporter un peu plus de poil à gratter que dans les articles classiques.
Donc quand tu t'abonnes, tu sais aussi que tu vas avoir peut-être un peu plus ce côté jeu, un carnet, un peu poil à gratter, quoi. Ouais, et puis on ose, et c'est un bon format. Les newsletters, c'est génial, c'est dans tes mails. Enfin, tu touches les lecteurs et les lectrices directement là où ils sont. Les taux d'ouverture sont vraiment géniaux. On est à plus de 55% pour toutes les newsletters qu'on a. Donc c'est vraiment chouette. On était même à 60, donc ça a baissé un peu. Donc j'étais un peu chafouine, mais aussi c'est parce que on gagne des abonnés. Donc mécaniquement, faut nettoyer un peu les bases. Et vous les monétiser en direct, une stratégie pour des newsletters? Eh ben ça dépend. Il y en a en Wattels typiquement, je pense que c'est une des newsletters qui sera le plus facilement monétisable parce que CSP+, automobile électrique, pas mal d'annonceurs possibles. Clairement identifié, oui. C'est identifié comme ça. Pas énormément de concurrence pour l'instant sur ce sujet-là. Donc, on l'a lancé il y a 9 mois. Il y a déjà 5000 abonnés. On voulait la lancer en édito pur pour gagner des abonnés, pour voir comment ça marche. C'est-à-dire ensuite, on a créé. Pur. Ah oui, c'était pas de curation d'article, il y a pas de. Non, pardon. Ça veut dire que il y avait pas de bannière. Ce numéro est sponsorisé par Kia. Pour commencer, on voulait pas faire ça. On voulait que ce soit un journaliste lance un contenu éditorial pur, c'est-à-dire sans pub, sans aucune pub. Mais on avait prévu le coup. On avait prévu dedans, donc t'as un édito, t'as une revue de presse, et à la fin t'as le produit de la semaine, le produit qui nous plaît à nous. Lien affilié ou pas lien affilié. On parlait de lien affilié, c'est pareil. C'est essayer de rendre service aux gens en leur proposant des choses qui nous plaisent. Et là, du coup, récemment, justement, il y a eu une OP avec Kia, je crois, où ils ont pris un emplacement dans le truc en disant, les jours Kia, machin, j'en sais rien. Je suis en train de leur faire une pub encore plus gratuite. Non, mais... On peut citer Tesla, on peut citer... Ouais, voilà. Non, mais... mais donc, et du coup, ça s'y prête bien, quoi. Ouais. Et ça s'y prête bien. C'est un endroit quand même, où je trouve que l'audience est la plus, j'allais dire captive, parce que c'est pas très positif de le dire. Non, mais comme tu l'as dit, t'es dans ta boîte mail, t'es sur ton smartphone, c'est ça. Et donc je pense que la valorisation de ce placement-là de produit, elle est vraiment très haute. C'est quelque chose auquel moi je touche pas parce que moi mon travail c'est d'être rédactrice en chef. C'est pas d'être directrice de rédaction, c'est pas d'être DG, il y a pas de pas dans le commercial. Donc moi je suis là pour regarder ce qu'on nous propose, dire là je suis pas sûre qu'on devrait mettre cette bannière publicitaire si haut, est-ce qu'on peut essayer de négocier un peu pour la mettre plus bas? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que si c'est quelqu'un, je sais pas, quelqu'un d'extrême droite qui veut nous foutre de la pub sur règle 30, on dira non. Non. Après, ce serait vraiment malvenu de sa part de venir essayer de viser règle 30. Il aurait un peu mal ciblé, on va dire. Mais il y a quelque chose d'intéressant, d'assez excitant là-dessus. C'est une de mes plus grandes fiertés, franchement, parce que je l'ai impulsé et que après, c'est toujours très collectif ce qu'on fait à Numérama et avec Julien et avec toute l'équipe. Mais il y a des trucs où, quand on sent qu'un truc peut fonctionner et qui fonctionne derrière au bout d'un moment, ça rend très heureux parce que aussi on n'a jamais fait de compromis sur la qualité derrière. Ouais. Et je suis toujours hyper fière quand les gens disent règle 30 c'est cool, je lis toutes les semaines. Quand on voit que tu as des adresses en .gouv qui te lisent, tu sais aussi que tu es un peu en train d'influencer le débat public en fait, et que les gens suivent. Ça fait trop plaisir. Et tout ça sert Numérama? Ouais. Ça développe les audiences, ça développe la noto, Pas du tout les audiences. Pas du tout. Non, évidemment. Non, c'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, c'est plutôt notre site. Je sais qu'il y avait une de tes questions, Numérama, aujourd'hui, est à peu près à 8... Oui, dans la carte d'identité, on est censé poser des questions et puis on est parti un peu... J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est le but. Ça sert à ça. T'as quelques éléments pour qu'on de visite. Ouais. Alors pas d'abonnés parce qu'il est peut-être un peu tôt. Non, on vient de se lancer. Mais pour sans avoir beaucoup de com d'ailleurs, parce qu'on a attendu, on voulait faire la com en janvier, donc là mais on voulait lancer avant janvier, donc du coup on a vraiment lancé comme ça. Il y a quasiment pas de com, donc non, c'est pas très pertinent. Mais Numérama, je suis arrivée. En termes de lecteurs. Je suis arrivée en 2017. Il y avait 2,5 millions de visites, de sessions. Aujourd'hui, on est à 8-9 millions. D'accord. Donc, par mois. Donc, trop contente. On était 4-5. Maintenant, on est 12, dont 2 personnes à la vidéo. Chaque journaliste est un petit peu une espèce de petit chef de rubrique de Numérama. C'est un média à la fois généraliste et spécialisé. Donc, on essaye d'être plus spécialisé que les généralistes, plus généraliste que les sites plus abordable que les sites spécialisés. Donc, on a une rubrique tech, une rubrique science, une rubrique pop culture, une rubrique société numérique, et une rubrique cyberguerre, donc spécialisée dans la cybersécurité, et une rubrique vroom qui est sur la mobilité électrique. Chacune de ces rubriques peut être quasiment représentée par
un journaliste qui incarne cette rubrique. Ouais, sachant qu'on a quand même des personnes transversales. Enfin, on a plusieurs personnes qui peuvent écrire en pop culture, surtout la pop culture au final, parce que c'est ce que je disais dans les profils quand je disais zinzin, c'est que on a aussi des gens passionnés en fait. On a des gens, moi, on a un journaliste Marcus qui est journaliste scientifique, qui est passionné d'environnement, de futur, mais qui est aussi une des références françaises sur la science-fiction et la fantasy. Vraiment, c'est un puits de science sur le sujet. Il nous fait des guides de lecture incroyables. Et du coup, c'est ça qui est cool à Numérama. Et j'utilise le mot cool à bon escient parce que on est un média sérieux. On a fait des enquêtes très dures sur des gens très mauvais. On a pris plein de plaintes en justice, mais on essaye aussi quand même de rendre les choses fun. On sait aussi, on fait pas que du lourd. Et on sait que, je dis souvent, on fait d'un média sérieux sans se prendre au sérieux. C'est que quand il faut être sérieux, on l'est. On sait faire des enquêtes sur des youtubeurs, on sait épingler Google quand il faut, on sait taper là où ça fait mal. Mais on sait aussi s'amuser à faire les 10 trucs, les 10 manières de tuer des Kogoro dans Zelda. Parce que ça nous fait rire, parce que on sait qu'il y a un lectorat pour ça aussi, parce que c'est niche et c'est un peu nerd aussi, et qu'en fait c'est cet ADN-là qu'on essaye de créer, de toujours se dire, même un petit article, un article plus court, il faut qu'il ait un sens et il faut qu'il apporte quelque chose aux lecteurs et lectrices. Un très bon article, c'est pas forcément une enquête de 5000 signes, de 5000 mots. Ça peut aussi être un excellent résumé ou un excellent test ou un excellent. Il faut juste qu'il y ait une patte, il faut juste qu'il y ait une qualité. Et ça, c'est le truc qui est primordial, quoi. Ouais. Et du coup, 7 millions, 8 millions, ouais, là, c'est en ce moment 9 millions de sessions. Pendant le Covid, c'était lunaire. On était arrivé à 15 millions. Enfin, c'était fou comme, évidemment, tous les médias étaient, mais on est devenus zinzin. Enfin, pour le coup, on est vraiment, on comprenait pas ce qui se passait, mais du coup, on travaillait beaucoup. Et en même temps, tout ce qu'on écrivait était lu. Mais tout le monde, enfin, toi, tu sais, tout le monde disait, on était chez nous devant nos téléphones toute la journée. Donc il y a eu une croissance explosive à ce moment-là, et là on est dans un moment de stabilisation qui est hyper cool parce que ça veut dire qu'on peut développer d'autres choses. Et c'est pour ça que maintenant on fait des newsletters, c'est pour ça que on lance le Numérama Plus et qui nous permet de se dire bon, du journalisme web on sait faire, on a des journalistes hyper solides, on a des pigistes qui gravitent autour, pas énormément, 4-5 pigistes réguliers par mois, mais qui nourrissent aussi de l'extérieur site. Aussi. Spécialisé on a une spécialiste de SVOD, mais c'est que je trouve brillante. Enfin, actuellement, il y a quand même une certaine bataille sur le web, sur la bataille de volume de contenu. C'est évident que quand BFM TV, donc BFM TV, premier site de France, Sud-Ouest, deuxième site de France, ils font, je sais pas, des centaines d'articles par jour. Leur article, c'est juste 2 paragraphes et c'est publié. Aujourd'hui, on peut plus lutter contre ça parce que eux, c'est une machine. C'est un truc, pour moi, c'est des grosses rédactions, ça n'a. Oui, et puis même, c'est presque automatique. Dès que BFM fait un segment d'1 minute 30, ensuite, ça va devenir un article. Ouais. Et on t'imagine comment est-ce que nous, on pourrait lutter avec nos 20, 25, 30 articles. Et encore, c'est déjà beaucoup par jour. Ouais. Par jour. Mais non, parce que justement, tout le monde va le faire. Ça va juste être celui qui a le plus gros robot. Ouais. Ça marche pas. Donc, on sait qu'on peut pas gagner la course au volume. Donc, il faut qu'on fasse d'autres choses. Et donc, on va faire des newsletters. Et donc, on va faire Numérama Premium. Et donc, moi, j'écris cette nouvelle newsletter toujours plus avec la collaboration de la rédaction parce qu'on a aussi une petite partie où on prend le débat de la semaine, on donne des plus et des moins pour aider toujours les gens à avoir des clés. Positionner. Ouais. Et ça reste, c'est ce qui fait que je suis là depuis 5 ans aussi, en fait. Ouais, parce bien que, sûr, en vrai, tu ne t'ennuies pas parce qu'il y a tout le temps des projets, tout le temps des évolutions. Ouais, alors que j'aime bien l'idée de partir au bout de 3 ans d'un média. Je trouve que c'est sympa et ça te donne... et au début, quand je suis arrivée, je m'étais dit, bon, je vais rester 3 ans. Et finalement, il y a toujours un certain dynamisme. Je dis pas que tout est rose, hein. Parfois, être dans une entreprise qui a encore ce truc très agile, je parle vraiment en langage... macroniste. Ouais. Mais quand t'as cette agilité-là, ça a ses inconvénients aussi. C'est qu'en fait, on lance énormément de choses et qu'après, t'es là genre, ah purée, j'ai lancé plein de projets quand même, va falloir réussir à les suivre. Ouais. Et donc, faut réussir parfois un peu à se calmer. Ou les tuer, parfois, les projets. Hein, ou les kills, ouais. Je sais pas s'il y a un peu des projets qu'on a tués. On a tué les podcasts. Très clairement. Franchement, podcast, c'est le truc où on a tenté plusieurs fois. On l'a tenté en 2018, 2019. Donc, c'était bon moment pour lancer les podcasts. Ouais. Mais on n'a pas mis énormément de moyens dedans. Donc, c'était un peu
ah, tu veux faire un podcast? Bon, bah, vas-y, interview ces 2 personnes, on va le mettre en ligne. On a fait un truc qui s'appelait Club Internet. Après, on a créé un podcast qui s'appelait Random, dans lequel la journaliste Perrine Signoret prenait un truc vraiment, je sais pas, genre, les gens on avait vu un réseau de vendeurs de tiramisu sur Snapchat. C'était génial. Un réseau de vendeurs de tiramisu. Et donc, évidemment, on s'est dit, c'est de la drogue. C'est sûr, c'est de la drogue. Et non, c'était un réseau de vendeurs de tiramisu sur Snapchat. Du coup, on a commandé des tiramisu et tout. Et vraiment, c'était en mode, vous êtes où? J'arrive dans quel coin? Et on était là dehors à avoir le livreur de tiramisu. C'était un vrai délire. C'était un vrai délire et super podcast. Du coup, parce que ça donne oui, parce que donc l'idée, c'était d'aller fouiller des trucs un peu très, très niche, complètement zinzin, mais en podcast. Pas le temps. On n'a pas eu le temps, on n'avait pas les moyens de le régulariser, ni de le médiatiser, et franchement, ça a été tué. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que j'aurais, il y a des choses cool à faire. C'est sympa, les podcasts, comme tu sais. Non, mais bien sûr. Mais je pense que du coup, ce serait un peu dommage d'essayer de le faire à moitié, donc on n'est pas forcément revenu dessus. On a quand même lancé un podcast qui s'appelle La 6e Extinction l'an dernier, où c'est Marcus qui a vraiment tout pris en charge, qui était hyper intéressant sur les animaux. On prend un animal, genre le kakapo, le dodo, machin, 5 épisodes, narrés par Marie de la boîte à curiosité. Donc on était allé chercher une youtubeuse qui s'y connaissait un peu. L'esthétique est trop chouette, le truc. Alors c'est pas un carton d'audience, clairement, mais je suis hyper fière qu'on l'ait fait quand même, parce que ça veut dire qu'on essaye de continuer à investir. Ouais. Mais Mademoiselle, elles ont 5 podcasts pour le coup. Elles, c'est vraiment leur le format sur lequel elles sont. Ouais, il y avait Laisse-moi kiffer, un podcast qui faisait énormément d'écoutes chaque semaine, qu'elles font encore et toutes les semaines, qui est régularisé. Mais c'est cool aussi qu'on soit pas tous sur le même modèle. Ouais, bien sûr. Mad puisse nous apporter. Nous, on est sur le même étage avec Mademoiselle, donc c'est rigolo. On se voit de temps en temps et on les voit enregistrer les podcasts, on les voit faire de la vidéo de manière différente. Elles, leur force, c'est les réseaux sociaux. Elles sont sur Insta, elles sont sur TikTok, elles sont trop fortes. Ceci dit, on est meilleurs sur TikTok, donc on a gagné. On a gagné le concours. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est toute une autre partie de Numérama, mais TikTok, YouTube, on a grave explosé là-dessus. On est super contents aussi, avec toujours pas énormément de personnes en fait. Et tu suis un peu les datas, la monétisation, les résultats? Est-ce que de quoi? De ce que tu fais par exemple sur YouTube, sur Insta, etc. Au-delà de la notoriété, au-delà des vues, etc. En termes d'argent? Ouais. En termes d'argent. Ou de retour sur investissement. Est-ce que ça ramène du trafic? Est-ce que c'est des gens qui s'abonnent aux newsletters? Est-ce que c'est des gens qui consomment, etc. Est-ce que vous avez une culture un peu de suivre la data? Ce qu'on s'est dit, la data est omniprésente, notamment parce qu'on est un pure player depuis le début et que toute la stratégie est basée autour de cette donnée-là. Ce qui a toujours été clair pour nous, c'est que plus on a d'audience, plus il y aura de l'argent. C'est bête et méchant, mais c'est mécanique. Que ce soit, mais pas forcément juste en termes d'impression publicitaire. C'est qu'en fait, on remarque que tu veux faire de la pub pour What Else, on lance What Else. On a Numérama, 8 millions de pages de vues ou de sessions. Frandroid, ils sont à 22 millions actuellement par mois. Évidemment que quand on va mettre la publicité pour What Else sur Frandroid, on va voir directement que les gens qui s'abonnent, un pic d'abonnement à What Else, parce que y a mécaniquement 3 fois plus de gens qui ont vu la publicité. Ouais. Mais ensuite, il y a ce côté audience qualifiée, qui est hyper importante. Et qu'en fait, faire de l'audience pour faire de l'audience, typiquement avoir de l'audience qui vient de Google Discover, qui est la plateforme de recommandation de Google et qui est extrêmement random sur sa manière de conseiller des sujets. Personne ne connaît grosso modo ce qui fait qu'aujourd'hui t'es repris sur Google Discover. C'est ça, tu sais pas. Aujourd'hui, on est parti ce matin, ça faisait 3 jours qu'on avait des audiences un peu nulles. Ce matin, on a un papier où il y a 1000 personnes en temps réel dessus, on sait pas pourquoi. Parce que Google Discover a dit un chat, ça a l'air rigolo, allez, hop, je le prends. Ouais. En vrai, on sait un peu quand même comment ça marche, que c'est en termes de réaction, c'est en termes d'impression. Dans la première microseconde, ils vont proposer ton article à un espèce de petit panel. Si les gens cliquent très rapidement, ils vont se dire ils ont cliqué très rapidement, bonne photo, bon titre, on élargit. Essayer de craquer Discover, ça fait partie du taf, c'est pas du tout la priorité, parce que c'est pas pérenne. Moi, je veux qu'on crée une stratégie de long terme, je veux qu'on cherche le SEO, même si ça aussi, c'est une très très bonne question actuellement. Qu'est-ce que c'est le SEO aujourd'hui, sachant que dans 5 ans, s'il y a le SEO, il y aura oui. En tout cas, les résultats dans les moteurs de recherche. Oui, pardon. Toi, tu voulais plutôt dire par rapport au contenu généré par l'IA. Il y aura Google Bard. Ouais. Enfin, demain, c'est Google qui va te donner la réponse à ta question. Ouais. C'est pas Numérama. Alors qu'aujourd'hui, quand on a un article qui s'appelle Comment mettre
un accent sur un E majuscule, mais c'est un carton d'audience juste parce que t'es en première place SEO. Et ça, c'est un taf qui est quand même important, d'avoir ce petit matelas d'audience qui représente un 5e de notre audience, je pense. C'est les papiers froids, c'est les bases, c'est le SEO. C'est le SEO. Et ensuite, t'as le papier chaud qui est, en fait, on est des journalistes d'actualité aussi, mais on va fouiller des sujets. Sur Game of Thrones, à l'époque, on avait des passionnés de Game of Thrones, on pouvait faire 5-6 articles par semaine sur le sujet. En fait, tu fouilles, tu creuses, tu fais des petits angles. Et ça, c'est la culture que Marie-Catherine Beuth m'avait apprise à Business Insider. Et c'était la culture Business Insider, c'est de dire un article, un angle. T'as vu une série, tu vois 3 idées d'angle, fais 3 papiers, pourquoi tu le ferais pas? On n'est pas un magazine papier, on n'est pas limité par les signes. Une maquette ou quoi que ce soit. Ce serait trop dommage. Et surtout, un des lecteurs qui va être intéressé par le chat de Game of Thrones va peut-être pas être intéressé par l'organigramme de la famille des Targaryen. Donc pourquoi essayer de tout mettre dans un seul article au risque de pas toucher les gens? Ça, c'est très bonne leçon. Mais surtout, c'est merci, mais c'est juste pour le coup, c'est la recette de notre succès et j'en suis très fière. C'est aussi là où on a des haters, hein. C'est aussi là où, je sais pas, on suit beaucoup les séries de Disney+, ou les séries, qu'est-ce qu'on suit en ce moment? On a beaucoup suivi The Last of Us, par exemple, de HBO. Ouais. Évidemment, il y a des gens qui vont venir nous saouler en disant vous écrivez trop sur ce sujet, nanana. Et ça, c'est nos lecteurs fidèles, donc t'as pas envie de les décevoir, mais t'as envie de dire mais en fait, mes papiers, ils cartonnent tous. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de lire ce que j'ai envie de dire. Puis ne le lis pas. Et aussi ne lis pas. Mais bon, après, tu sais, on lance un site premium aussi où on a envie de dire. On est à votre écoute. On est à votre écoute. Donc c'est vrai, voilà. J'ai perdu le fil, mais je pense qu'il y avait un truc un peu intéressant à un moment, mais je me souviens plus. C'est pas très grave. Je voulais, moi, voir sur les. Donc, on a parlé rapidement des verticales, hein, qui sont plus que des rubriques. Hein, c'est vraiment des. Si verticales, ouais. Mais on n'utilise pas le mot ici, on peut utiliser, mais quand on parle aux lecteurs et aux lectrices. Vertical, ça veut rien dire. On s'est rendu compte qu'ils savent pas. Ouais, non, bien sûr. Donc on peut dire rubrique, ouais. Mais toi, enfin, dans les médias, on sait ce que c'est une verticale. Ouais, c'est en tout cas plus fort. Et qu'est-ce qui fait justement que vous y allez sur une nouvelle verticale parce qu'elles sont, tu vois, cyberguerre par exemple, tu peux dire c'est un peu étonnant, c'est un truc très. Eh ben, c'est une super histoire. Ouais. C'est une histoire. C'est pareil, c'est Julien. En c'est 2018, pas très grand public, cyberguerre. Non, mais justement, en fait, c'est génial d'avoir des médias de niche et d'avoir des verticales de niche. C'est exactement ce que je disais sur What Else. C'est qu'en fait, parfois, plus on est niche, plus on va avoir d'audience rapidement parce que les gens n'ont pas beaucoup d'alternatives. Et cyberguerre, ça a été lancé à la base comme un produit sponsorisé. C'est qu'en fait, à la base, c'était on va lancer une verticale qui sera 100%, qu'on pourra vendre 100% à un seul annonceur. Donc ce serait, je sais quand j'étais aux Inrock par exemple, il y a 10 ans, on avait lancé un site qui s'appelait les Frères James, et c'était un site entier payé par Jameson. Marque de whisky. Marque de whisky, exactement. Où on avait un journaliste qui pouvait écrire ce qu'il voulait dessus, mais c'était... Fallait que ce soit James. Ouais, mais c'était signé James. Enfin vraiment, c'est con, mais c'est... Et en fait, il écrivait sur n'importe quoi, il écrivait sur ses voyages à Londres et tout ça, mais c'était les Frères James payés. Même concept sur cyberguerre à la base, c'était, on va avoir un site sur lequel Bitdefender, NordVPN, je sais pas, n'importe qui dans la cyber pourra dire pendant 1 an, j'achète toutes les pubs sur ce site entier, mais en échange, éditorialement, 100% indépendant. C'est-à-dire que jamais de la vie... même pas un agenda ou un truc... Jamais de la vie... Tu sponsorises, mais je fais ce que je veux sur cette verticale. Ouais, c'est vraiment genre, je te donne un espace donné, un bac à sable, où moi, je paye pour le cadre, et au milieu, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'était la première fois qu'on faisait ce type de monétisation à Numérama. Donc pendant 1 an, on a vendu ça à je sais plus qui c'était, Ghost VPN, je sais pas, c'était un certain VPN. Donc on embauche un pigiste d'abord qui fait des articles sur le sujet. Et en fait, on se rend compte que le sujet il est super, la cybersécurité c'est omniprésent aujourd'hui, le nombre de cyberattaques partout dans le monde, les enjeux géopolitiques, tout ce qui parle de défense, tous les phishing, toutes les arnaques, tous les trucs où ta daronne elle reçoit un phishing de Chronopost et elle te dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Là-dessus, maintenant, on est la référence on est une des références, en tout cas, sur le sujet de la cybersécurité. Au bout d'1 an, NordVPN, je sais plus qui c'était, je dis n'importe quoi. Non, mais peu importe. Au bout d'1 an, la marque nous a dit, je me casse. On n'a pas réussi à revendre derrière, pendant 1 an, l'esthétique, mais on s'est dit, purée, en fait, on a une super rubrique. On la continue. Qui marchait bien. C'est pas les mêmes audiences que la rubrique tech ou la rubrique pop culture, on va pas mentir. Mais c'est sympa. Ok, on embauche un journaliste. Et en fait, on a embauché un journaliste spécialisé en cybersécurité.
pour continuer à faire vivre cette rubrique qui finalement a été réintégrée à Numérama. Donc à la base, c'était un autre site à part. C'était carrément à part. Ça s'appelait cybergare.numérama.com. Avec le nouveau site, parce qu'on a refait un site l'an dernier, on a réintégré ça. Le journaliste Cybergare a changé. C'était François, c'est un très bon copain. Ensuite, on a eu plusieurs personnes qui sont passées. Et puis là, il y a Bogdan qui est très très détective. Genre vraiment, il va sortir des petites infos, il va être sur tous les télégrammes, tous les machins. Et du coup, c'est génial. On a un site sur lequel il y a du vrai contenu, on est repris par l'AFP, on sort des infos en premier. C'est une rubrique qui monte, donc on est content. Et aujourd'hui, elle a plus jamais été sponsorisée de la même manière. Mais là, je viens d'apprendre que du coup, il y a une nouvelle marque qui serait réintéressée cette année, alors que ça fait 4 ans qu'on l'a plus sponsorisée. Pour reprendre le sponsoring complet de. Et du coup, nous, on est contents. On se dit, les audiences, elles ont augmenté. Le contenu, il est extrêmement qualitatif. On a lancé toute une page spéciale de comparateurs de VPN, de comparateurs de gestionnaires de mots de passe. Quel VPN choisir? Franchement, le travail qui a été fait en édito là-dessus de Julien, qui est un journaliste pur et dur, il a testé tous les trucs un par un. Il a fait les comparateurs. Ça lui a pris un temps fou. Et genre, je sais qu'on a le meilleur comparateur de VPN. Vraiment, j'en suis persuadée parce qu'il a tout testé, quoi. Et voilà. Et du coup, ça s'est un peu fait comme ça. Il y a eu le Covid. Ouais. Avant le Covid, on traitait pas de santé. Donc clairement, là, il y a quand même un côté opportuniste de se dire, en même temps concomitant avec le fait on venait d'embaucher un journaliste science qui adorait la santé, Covid arrive, on commence à faire des articles, forcément, en fait, tout le monde parle que ça. On n'allait pas faire un article sur Game of Thrones alors que tout le monde se demande s'il va mourir demain d'un symptôme de Covid. Donc, en fait, on prend notre journée scientifique et lui-même, il s'empare du sujet et il dit, je vais le couvrir avec beaucoup d'applications. Et c'était vraiment important. On a aussi pris toutes les parties numériques de cette histoire, tous anti-Covid, tous les trucs, machin. Ouais. Moi, j'ai écrit 52 articles sur tous anti-Covid, je crois, en un mois et demi. Mais ils ont tous marché et ils étaient tous intéressants et je suis fière de tous parce que, à force de le couvrir, j'avais des scoops, je me rendais compte des trucs. Enfin, c'est vraiment une manière de faire de l'information qui me plaît, moi, parce que tu rentres en profondeur et au final, t'as quand même une vision globale du truc. Donc, il y a eu ça. C'est pour ça aussi que du coup, on a fait plus de santé. C'est souvent opportuniste. C'est souvent en fonction. Alors, mais souvent, quand même, on dit Numérama, les gens vont dire, ouais, c'est de la tech. C'est de la tech, c'est du numérique. Et en même temps, on s'est pas tiré une balle dans le pied, mais notre nom, c'est Numérama. Donc, je m'attends pas à ce que les gens se disent, c'est le site de référence sur l'astronomie. Ouais. Alors que notre rubrique astronomie est une de celles qui marche le mieux. Parce que c'est déjà Nelly est super forte dans la manière dont elle écrit les sujets. On a des super pigistes aussi, et puis ça intéresse beaucoup de gens. C'est très nerd en fait, genre que fait Saturne, que fait machin, la pluie d'étoiles filantes, qu'est-ce que c'est Donc il y a de l'astrologie sur astronomie. Astrologie, c'est ton ascendant cancer. De précis. J'avais compris astrologie et je buguais un peu. Ah oui, d'accord. Astronomie. Non, astronomie. Genre vraiment la conquête spatiale, les planètes, la découverte d'un trou noir. Voilà. Donc c'est ce côté scientifique nerd qui rentre bien dans l'ADN de Numérama. Et puis il y a eu Vroom où pour le coup ça a été juste créé parce que encore une fois Julien, il a vraiment impulsé à la fois Cybergare et Vroom. Je pense que vraiment il avait envie. Genre c'est vraiment juste un mec qui a commencé à se dire j'aime vraiment bien les Tesla, ça a l'air vraiment chouette, je sens un truc et c'était une super idée. Donc on a lancé Vroom à ce moment-là et en se disant on a quand même une rubrique, donc une verticale qui peut pour le coup être bien vendue parce que les annonceurs auto ils ont de la thune. Les notions de mobilité, enfin même au-delà il y a plein de choses. Il y a pas plein de sujets à traiter autour des mobilités. Ouais, et du coup là, on est en train de développer dans Vroom, on est en train de développer les transports en commun. On se rend compte que en Ile-de-France, tous les trucs avec les JO, tout ça, c'est extrêmement utile. Les trains, les transports, vraiment tout ce qui est transport généralisé. On va sortir une enquête demain. On a regardé tous les prix des trains. Il y a 3 mois pour commander un train pour Noël. Donc ça s'est ouvert il y a 3 mois. Du coup, on s'est dit toutes les semaines, on a pris 20 trajets. Et toutes les semaines, on regardait les prix pour voir si c'était plus intéressant de prendre ton billet le premier jour que hier. Et là, c'est trop cool. On a enfin les résultats aujourd'hui et on est en train de faire des graphiques et tout. Alors, on se rend compte. Et pas toujours. Genre, si tu veux faire un La Rochelle-Paris, c'est plus intéressant de le prendre aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Mais sinon, évidemment, il y a des grosses augmentations. Et en termes de communauté, il y a plein de choses à faire. Je sais pas si on se projette un peu dans
dans le futur? Alors, je sais que là, votre gros sujet va être Numérama Plus, j'imagine, début 2024, mais sur ces verticales, il y a des choses à faire en événements, c'est des communautés presque. Tu vois, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que déjà, il y a un truc, c'est qu'il y a Tech and Fest, le festival lancé par Ebra, qui aura lieu en février, qui a été créé par le mec qui a créé Vivatech, le PDG du Dauphiné Libéré. D'accord. Et donc, ils essayent de refaire un nouveau Vivatech, mais en région, donc ce sera à Grenoble, ça s'appelle Tech and Fest. Et là, pour la première fois, la première vraie collaboration qu'il y a entre Ebra et Numérama, où moi je suis impliquée parce que c'est de l'édito, et on a proposé des conférences. Donc typiquement des conférences où on a proposé, moi j'en ai listé une dizaine, tu vois, et Ebra était hyper intéressé par les confs sur la cybersécurité et sur l'automobile. On a aussi une autre sur la ville The Line, une espèce de dystopie qui est en train d'être créée en Arabie Saoudite. Ah oui, j'ai vu tout en longueur là. C'est génial comme sujet, c'est passionnant. Et puis on a un géographe qui va venir décrypter tout ça. Mais du coup, c'est là où on sent que ça paye aussi cette petite spécialisation. C'est que on va commencer à avoir un savoir-faire hyper intéressant dans des sujets très précis qui montent. La cybersécurité aujourd'hui, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle parce que tout le monde a envie de se protéger, c'est pas comment. Tout le monde se fait attaquer sans le dire. Et puis tout le monde a des phishing dans sa boîte mail et dans son numéro de téléphone. Ça touche tout le monde. Et on peut le décliner. Donc en fait, on a préparé des conférences où on en a des B2B et des B2C. Il y en a qui seront à destination des entreprises et il y en a où Julien et moi, on va faire une conf très grand public avec 10 conseils de Numérama pour se protéger en ligne, pour éviter d'être hacké, pour éviter de se faire pirater. Et là, on va faire des ateliers avec les gens. Vous pourriez faire des MOOC aussi, de ce genre de choses, tu vois, des masterclass. Alors, du coup, c'est pas pareil. Parce non, que mais je donne des idées. Ouais, justement, le côté masterclass, moi, c'est quelque chose que je trouve hyper prometteur, notamment parce qu'on va le lancer à Tech and Fest avec ce côté atelier, discussion, masterclass. Et parce que si ça marche, ensuite, on va pouvoir essayer de le faire nous-mêmes en solo à Paris, ou même en région. Je sais qu'on a des partenariats avec Nantes aussi. On a plein de partenariats culturels. On aime bien rencontrer les gens et tout. Il y avait autre chose. Le MOOC, c'est intéressant parce que on a été racheté par Ebra. Ebra, c'est de la presse écrite à la base. Donc eux, ils ont ce savoir-faire de l'imprimerie qui est super cool. Mais ça vous aura pas échappé que l'an dernier, les prix ont complètement ont un peu explosé et qu'en fait, c'est une énorme galère. C'est une énorme galère aujourd'hui de se dire on va lancer du papier alors que je crois que les coûts de production ont doublé, clairement. Pardon, moi j'étais sur MOOC, les cours en ligne. Ah, ok, je pensais que tu parlais d'un MOOC magazine. Mais du coup, ça c'était intéressant parce que le côté, vous devriez faire un magazine. Tu sais, en fait, quand t'es journaliste, moi autour de moi, j'aurais tout le monde posé veut se dire question, mais bon, vous n'avez pas cette culture. On l'a pas, mais Ebra là. Donc quand ils sont arrivés, ils se sont posé la question, genre, est-ce que ce serait pas cool de lancer un magazine Numérama? Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle moins qu'un magazine Mademoiselle, par exemple, qui pourrait peut-être être plus pertinent, notamment parce que nos sujets, ils sont fugaces, ils seront vieux très vite. Ça aurait moins de sens que d'essayer de lancer un magazine typiquement sur la cybersécurité ou typiquement sur le What Else ou sur le... des hors-séries un peu... Une vraie déclinaison. Mais un magazine Numérama... Je pense que ça me ferait kiffer. Moi, j'adorerais pouvoir montrer à ma mère. Regarde, j'ai créé un magazine. J'adorerais, mais je m'opposerais au truc. En tout cas, je mettrais des réserves. Mais maintenant, si un jour ça arrive, j'essaierai de m'impliquer pour que ça se passe bien. Mais je pense que c'est pas du tout. Futura qui a lancé. Ah ouais, ils ont lancé un magazine. Je serais curieuse. C'est dur. C'est dur, tu vois. Oui, il y a Epsilon qui s'est lancé il y a 2 ans aussi. Ouais. En termes de mag, c'est pas non plus la fin. Non. Et donc, non, je pense que ça pourrait être une fausse bonne idée. Ou à part des guides. Ouais. Un guide, tu vois, un guide, je sais pas, pour Noël, d'achat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux lancer un magazine qui fonctionne, il faut assumer un côté militant, qui est pas forcément l'ADN des journalistes tech et scientifiques. Et Numérama, ça fait partie de nos défis, c'est de se dire, je sais qu'on est un média engagé, très sincèrement, à titre personnel, je suis plus engagée que mon média, je le sais, parce qu'on fait des compromis pour essayer de rester attirant. Mais l'époque dans laquelle on évolue aujourd'hui et la manière dont les réseaux sociaux se transforment notamment, moi, me pousse à me dire que la manière de marcher, ce sera en s'impliquant plus dans vraiment une ligne éditoriale forte. Typiquement, je prends l'exemple de La Déferlante, qui est un média féministe qui s'est lancé en magazine papier. C'est quand même improbable. Je te dis, magazine féministe papier, tu te dis ça va pas marcher. Ils ont 30 000 abonnés enfin, ils ont eu vraiment énormément de personnes, de femmes, qui se sentaient pas représentées ailleurs, qui ont été prêtes à s'investir. Mais le parti pris, il était clair. On va créer un magazine féministe,
par les femmes et les minorités de genre. Elle lance une newsletter, il y a pareil 30 000 abonnés en pas longtemps. Enfin, il faut y aller à fond, en fait. Et c'est vrai que dans la tech, on est timide. Avec des partis pris forts. Parce que ça fait peur. Et je comprends, ça fait peur de s'engager. Enfin, moi, j'ai souvent eu des altercations avec des gens qui sont dans la tech depuis longtemps, avec ce côté la tech est neutre, machin. Ça a mis du temps. Ça commence à changer. Et je sais que j'aurais raison. Dans le fond. Mais je le sais, c'est pas grave. Mais c'est le changement. Je suis une femme lesbienne. Dans ma vie de tous les jours, je sais très bien que mon prisme, il est différent de la manière de beaucoup d'autres gens. Et c'est pas grave. Et on se battra pour certaines choses. Mais on a aussi eu gain de cause sur plein de choses. Moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est que le mot lesbienne, quand tu tapais lesbienne dans Google, ça renvoyait que sur du porno. Le mot lesbienne, juste une identité de genre, renvoyée vers du porno. Et c'était une espèce il y a longtemps une violence. C'était en 2019. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ça m'a fait vriller. Et je me suis dit, je vais faire des articles. J'ai commencé à faire des articles juste pour dire pourquoi. Et là, t'avais tous les spécialistes SEO, tous les mecs qui venaient m'expliquer. C'est comme ça, Marie. Les hommes veulent de la pornographie lesbienne. Et je suis, en fait, c'est pas le c'est comme ça. Moi, je veux changer le c'est comme ça. Je veux qu'on dise pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et en fait, on a réussi. Genre, un mec de Google était venu à Paris et Julien, il était allé lui poser la question. Et on a fait, il a dit, ouais, c'est vrai, c'est pas normal. Et on a fait, il a modifié, genre, l'algorithme a été modifié entièrement. Sur le terme lesbienne. Dans Wikipédia aussi. Et en fait, on a eu un impact réel sur la vie réelle et le quotidien de milliers de personnes qui vont taper des mots dans Google. Enfin, Google, c'est quand même la fenêtre sur le monde de tout le monde. La porte d'entrée, la fenêtre. Et ça a permis de casser aussi cette idée que c'est comme ça. La tech, c'est comme ça. Le numérique, ça fonctionne comme ça, donc on peut pas y réfléchir. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important d'avoir de la diversité dans la tech et dans les médias, que c'est hyper important pour moi qu'on reste paritaire. Et franchement, c'est un combat. Parce que trouver des meufs qui écrivent dans le journalisme tech, c'est hyper compliqué. Mais moi, j'en connais une. Il faut sortir, quoi. Mais il faut aller les chercher, quoi. Il faut aller les tirer. Ouais. Faut aller les tirer, faut aller leur faire confiance, faut accepter aussi que de former, d'aller chercher des gens qui sont peut-être un petit peu moins compétents dès le départ. Et aussi, faut essayer ça rejoint un peu ce que tu disais au début, tu préfères des personnalités et que tu formes aux techniques de journalisme que d'aller chercher des journalistes. Ouais, après, je serais pas contre avoir le package complet. Ouais. Et puis, il faut aller un peu parfois au-delà du bullshit et de savoir que, même dans le journalisme, il y a des gens qui sont très valorisés parce qu'ils sont valorisés, parce que des mecs se valorisent entre eux et que du coup, il y a un moment où ils vont se faire débaucher avec plus d'argent et du coup, ça crée des équipes qui sont plus normaux. Évidemment, dans le monde du travail, il y a des différences de salaire et il y a des choses comme ça, il y a des gens qui savent se vendre, il y a des profils rares. Et on en a chez nous et on est content de bien les payer. Mais il faut aussi savoir équilibrer les choses parce que ça a un impact directement au fin fond, au fond de la ligne, ça a un impact sur ce que les gens vont lire. Ouais. Et c'est ça qui moi me touche le plus et que je trouve tant que je resterai à Numérama, j'essaierai de faire ça et je pense qu'on a ce rôle à jouer. On n'est pas exemplaire surtout, on va se planter à des moments, mais si on arrive de temps en temps à faire un truc qui a un tel impact, bouger un peu les lignes, c'est déjà cool. Ouais, grave. On verra. C'est pour rien que ça. Mais c'est vrai que pour finir sur le truc militant, vendre un produit militant, c'est très compliqué. Enfin, vraiment, c'est évident que on pourrait pas devenir le média qui parle de la tech que pour les femmes. Enfin, déjà, ça m'intéresserait pas, mais en plus, à vendre, ce serait vraiment impossible. Mademoiselle, c'est compliqué. C'est un beau média, mais vendre un média féminin en 2023, c'est compliqué. Parce que c'est quoi ta ligne sur Instagram? T'as 50 000 influenceuses hyper engagées qui font le travail de journaliste, qui produisent du contenu à leurs millions d'abonnés. De dingue, avec un pouvoir extrêmement engagé. De recommandation. Hyper sincère. Parfois qui font un meilleur travail de journaliste que certaines journalistes. Et toi, t'es là, tu montes un média féministe, t'as envie d'être engagé, mais si t'es trop engagé, ça marche pas. Oui, mais tu vas aussi te faire épingler, parce qu'en fait, plus t'es militant, plus t'as des militants qui vont se taper dans les pattes. Donc, c'est très excitant, mais c'est vrai que l'époque, enfin, moi, me donnerait plus envie d'être influenceuse féministe si jamais que d'être à la tête d'un média féministe, par exemple, ou féminin. Mon média est féministe. D'où le côté presque plus intéressant de faire ça par l'angle de la tech, enfin en tout cas de Numérama, où t'as un impact sur beaucoup plus de monde. Ouais, et puis c'est brillant. Parfois, j'ai l'impression aussi enfin, c'est brillant comme manière de faire. Je dis pas moi, je suis brillante, mais genre, je trouve que la technique, elle est cool parce que c'est ce qu'on disait il y a longtemps, c'est que la tech et le numérique, c'est partout. Je peux parler des youtubeurs. On a fait beaucoup d'enquêtes sur les youtubeurs qui agressaient leurs fans, par exemple.
On peut parler de science parce que dans la science, t'as les outils pour aller explorer l'espace. T'as les outils, enfin tout peut être vraiment tech et numérique aujourd'hui, quasiment tout. Donc vous êtes légitime pour parler de tout. C'est un cheval de Troie qui est génial. Ouais. C'est aussi notre plus grande faiblesse. C'est que de l'intérêt de bien choisir ses verticales. À un moment, il faut rester identifié. Ouais. Et je pense que c'est une de nos plus grandes difficultés aujourd'hui, de réussir à montrer aux gens qu'on fait pas que de la tech et du numérique, qu'on n'est pas genre un site de test d'iPhone pour les gens qui nous connaissent pas, mais en même temps de montrer qu'on n'est pas non plus, on va pas parler de tout et de rien, on va pas faire un guide des plantes. Enfin, ça n'aurait pas de sens dans notre ligne édito. Mais du coup, cette frontière entre le généraliste et le spécialiste, elle peut être compliquée, notamment à monétiser, typiquement. Parce que, ce que je disais, on monétise mieux une newsletter 100% mobilité électrique que monétiser un site entier qui fait des articles sur Game of Thrones et des articles sur la cyber. Sur la cyber. Mais c'est aussi ça qui est galvanisant. Et notre équipe commerciale, elle y arrive. Ouais. Elle y arrive de mieux en mieux, mais ça passe aussi par des contenus sponsors de plus en plus niches et aussi de plus en plus chiadés. Enfin, vraiment, maintenant, les annonceurs veulent plus juste un article, ils veulent aussi, je sais pas, une grande page préparée pour un concours. Je crois que c'est un truc qu'on va sortir bientôt et c'est la première fois qu'on fait ça. On a vraiment une page entière dédiée à un concours. Qui nous plaît, qui est cool. Ouais, des belles expériences. Ils veulent des belles expériences. Ouais, c'est ça. Mais ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Des niches, Ouais. Et créer une communauté qui se regroupe autour d'un média entre la frontière du généraliste et le spécialiste qui a 6 rubriques, c'est pas si facile. Et c'est pour ça avant de lancer Numérama Plus, on a fait une étude d'impact. Et c'est vrai que notre core audience, elle est là, mais elle est aussi un peu diffuse. C'est que, évidemment, c'est les mecs connectés, CSP+, qui aiment bien, qui s'interrogent sur le monde et qui aiment bien parfois rigoler un peu. Mais au-delà de ça, il y a aussi, tu vois, les femmes dans la tech qui se retrouvent pas sur des autres sites moins inclusifs. Il y a aussi il va y avoir des politiques qui ont envie d'avoir nos analyses géopolitiques ou défense. Il va y avoir les gens qui aiment bien la cyber, mais du coup, ils vont lire que Cyberguerre. Mais du coup, ils vont pas forcément s'abonner à Numérama Plus parce que ils s'en fichent des articles de la tech ou de la science. Et c'est là où du coup, on cherche on itère pour essayer du coup de savoir comment est-ce que eux on peut les récupérer en fait. Est-ce que ce sera à travers une newsletter payante cybersécurité par exemple, ou est-ce que ce sera il faut leur dire non, tout passera par Numérama Plus, il faut s'abonner à Numérama Plus et ensuite vous piochez là où vous voulez. C'est un peu la question que je me pose. Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais je trouve ça cool de. Faut travailler dessus, faut faire. Ouais. Vous verrez déjà. Franchement, il y a pas mal de choses à tester, ouais, pas mal déjà. On a fait une logorée. Non, mais c'est déjà un beau tour du sujet et je te remercie d'avoir pris le temps de tout ça. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité Lucie et de nous avoir. Oui, et puis on s'est aussi Baptiste. Avec qui j'ai Baptiste Michaud. Ouais. Ah oui, je savais pas. Si, je connais. On a échangé sur certains sujets. On a été en relation par et bras, justement, notamment. Mais je trouvais que ça plus cool que t'incarnes ça très bien. Donc, je trouvais ça très cool. Est-ce qu'en parlant de trucs cool, t'as quelque chose à nous partager? Un truc cool à nous partager? Un truc cool, à part Numérama Plus, qui est évidemment le truc cool de 2024. En dehors de, genre dans les médias? Dans ce que tu veux. Dans tout ce que je veux. Dans tout ce que tu veux, c'est hyper large. Ah ouais, c'est hyper large. Purée, je suis prise de court. Ouais. Je vais devoir passer mon tour, je pense. Alors une question qui n'a rien à voir. Horde ou Alliance? Alliance. On a fini très mal. J'ai toujours refusé. T'as toujours refusé du côté. Ouais, je l'ai fait évidemment pour regarder un peu comment ça se passait, mais c'était pas. Aller espionner. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas faire un média inclusif et dire que je suis dans la Horde. Écoute, moi j'étais dans la Horde. On se serait jamais croisés. On se serait battus. Voilà, c'était une petite référence à Wu en l'occurrence. Marie, merci beaucoup pour ton temps. Merci, ça m'a fait plaisir. C'était hyper sympa de t'avoir de parler de tout ça. Je te dis merde pour Numérama Plus. Ouais, merci. Je vous dis merde en l'occurrence. On suivra ça parce que je trouve que c'est intéressant et que ça va a priori de moi, mais dans mes convictions plutôt dans le bon sens, tout ce que vous faites. Je trouve ça assez malin et intéressant. Donc hâte de voir comment tout ça se passera. Donc merci et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.
Cosa Vostra.